Lors de la réunion de famille, mon fils a dit « Pourquoi n'y a-t-il pas d'assiette pour nous ?» Mon père a gloussé. Nous n'avions pas prévu de personne en plus. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Les animaux de compagnie avaient leur propre table. J'ai souri, j'ai pris mon sac à main et j'ai dit, avant de commencer à manger, vérifiez le compte joint. Nous sommes partis. 15 minutes plus tard, le chaos a explosé dans la conversation de groupe. Et plus tard, je n'étais même pas censé être là. Si Chloé ne m'avait pas appelé, je ne me serais approché pour rien au monde de cette réunion. Je n'avais aucune raison de le faire. Mes parents ne m'avaient pas parlé depuis janvier. Pas une vraie conversation, en tout cas. Chaque message était une variation de « J'espère que tu vas bien », suivi de « Au fait, peux-tu nous aider avec » et un montant en euros. Le seul moment où ils se souvenaient de mon existence, c'était quand ils avaient besoin que je règle quelque chose pour eux, que ce soit financièrement, émotionnellement ou socialement. Mais soudain, sortie de nulle part, Chloé a appelé. La même sœur à qui je n'avais pas parlé depuis cette horrible dispute de Noël. Elle n'avait pas sa voix habituelle. Sa voix était plus basse, hésitante. Elle n'a même pas essayé de bavarder. Elle a juste dit, « Tu devrais peut-être venir cette année. » Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Aucune explication, aucune excuse, juste ça. Et pour une raison quelconque, j'y suis allé. Peut-être que je voulais voir ce qu'elle voulait dire. Peut-être qu'une partie de moi espérait encore que ma famille puisse se comporter normalement pour une journée. Ou peut-être que je voulais juste que Léo ait à nouveau des grands-parents, même si cela signifiait faire semblant. Alors, nous avons pris la route. 2h30 de silence, Léo sur la banquette arrière demandant quel genre de nourriture il y aurait. J'ai dit, probablement du barbecue, peut-être la salade de pommes de terre de grand-mère. Mais pendant tout ce temps, mon instinct me disait que ça allait mal se terminer. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce soit si terrible. Au moment où nous sommes entrés dans le jardin, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Personne ne nous a salués. Pas un seul regard dans notre direction. Juste des rires et des verres qui trinquent. Mon père a sa place habituelle près du grill. Ma mère courant partout en prenant des photos comme si elle organisait une séance pour un magazine. Et puis Léo a tiré sur mon bras. « Maman » a-t-il chuchoté, « pourquoi n'y a-t-il pas d'assiette pour nous ?» Au début, j'ai pensé qu'il était juste impatient, mais ensuite je l'ai vu aussi. Chaque table avait des cartons nominatifs. Chaque personne avait un couvert, sauf nous. Puis mon père a gloussé de l'autre côté du jardin, assez fort pour que tout le monde entende, nous n'avions pas prévu de personnes en plus. Des personnes en plus. Comme si nous étions des invités de dernière minute qu'ils avaient oublié de compter. Comme si nous n'étions pas de la famille. J'ai regardé à nouveau autour de moi. C'est là que je l'ai vu. Une table entièrement séparée, décorée d'une nappe en Vichy, de petites pancartes en ardoise et de bols en argent. Les animaux de compagnie avaient leur propre place, leur propre repas, de la dinde pour les chiens, du saumon pour les chats. Ils avaient même disposé des bouteilles d'eau avec les noms des animaux imprimés sur les étiquettes. Et nous, mon fils et moi, n'avions rien. Je suis resté là une seconde, à regarder ma mère ajuster le ruban sur le collier d'un chien, et je jure que quelque chose en moi a tout simplement basculé. J'ai pensé aux 6 000 € que je leur avais prêtés l'année dernière pour le toit. Comment ma mère avait pleuré en disant que l'assurance ne couvrirait pas les frais. Comment elle m'avait supplié de ne rien dire à Chloé parce que cela ne ferait que créer des problèmes. J'avais transféré l'argent le jour même, sans poser de questions. J'attendais qu'ils me remboursent depuis lors. Maintenant, ils servaient du rôti de dinde à leur Golden Retriever avec mon argent. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste souri, j'ai pris mon sac à main et j'ai regardé mon père droit dans les yeux. Avant de commencer à manger, vérifier le compte joint. Puis je me suis tourné vers Léo. Allons-y, nous sommes partis. Personne ne nous a arrêtés. 15 minutes plus tard, assise dans ma voiture, les messages ont commencé à affluer. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vidé le compte joint. Nous en avions besoin pour les factures. Everly, tu es mesquine. Grandis un peu et reviens. Je n'ai pas répondu. J'ai fait défiler le chaos pendant que Léo mangeait des frites sur la banquette arrière. Le nom de ma mère n'arrêtait pas d'apparaître, puis celui de mon père, puis de mon oncle. Tout le monde avait soudainement quelque chose à dire sur la loyauté familiale, les mêmes personnes qui avaient regardé mon fils se faire ignorer comme s'il n'existait pas une heure plus tôt. Le lendemain matin,
on a sonné à ma porte. Ma mère se tenait là avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, tenant une boîte en plastique de biscuits en forme d'os. Elle a dit qu'elle avait des restes de la réunion. Elle a vraiment essayé de me les donner. J'ai juste fermé la porte. Le soir même, mon téléphone s'est de nouveau enflammé. Mon père a dit que je les avais humiliés. Ma mère a dit que j'avais gâché l'événement familial. Mon oncle a dit que je devais m'excuser. Tout le monde avait un avis, sauf la seule personne que je voulais entendre, Chloé. Puis, tard dans la nuit, une notification est apparue. Son nom. Juste un message. Tu avais raison. Je l'ai fixé pendant un long moment. Parce que si Chloé, la favorite de ma mère, celle qui les défendait toujours, disait ça, cela signifiait que quelque chose avait changé. Quelque chose d'énorme. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une lueur de curiosité au lieu de la colère. Quoi qu'elle sache, j'étais sur le point de le découvrir. J'ai fixé ce message toute la nuit. Tu avais raison. Venant de Chloé, ce n'était pas anodin. C'était sismique. C'était elle qui me disait que je réagissais de manière excessive. Celle qui défendait nos parents chaque fois que j'atteignais un point de rupture. Qui m'avait traité d'égoïste quand j'avais finalement dit « non » après une vie de « oui ». Maintenant, elle admettait que j'avais raison. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne faisais pas confiance. Le lendemain matin, elle a envoyé un autre message. « S'il te plaît, parle-moi, c'est tout. » Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot à mi-chemin entre nos maisons. Je suis arrivé en avance, je me suis assise dans la banquette près de la fenêtre et j'ai attendu. Une partie de moi était toujours en colère. Une autre partie était étrangement nerveuse, comme si j'étais sur le point d'entendre quelque chose que je ne pourrais pas oublier. Quand Chloé est entrée, je l'ai à peine reconnue. Pas de maquillage, un sweat à capuche, les cheveux attachés. Elle avait l'air fatiguée, pas seulement physiquement. Épuisée de cette manière que l'on ne ressent que lorsqu'on a gardé quelque chose pour soi trop longtemps. Elle s'est assise, n'a pas touché le menu, ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a juste commencé à parler. Elle a dit qu'elle avait eu tort. Pas seulement à propos de la réunion, à propos de tout. Apparemment, peu de temps après que j'ai pris mes distances, les choses à la maison ont commencé à devenir différentes. Plus méchantes, plus silencieuses, plus réelles. Elle les a entendus parler de moi, disant que j'étais bonne pour ça, et que je finirais toujours par revenir une fois qu'elle se serait calmée. Qu'il devait juste garder Léo proche. Envoyer des cartes, le mentionner pendant les vacances, garder la porte juste assez ouverte. Elle reviendra toujours pour le gamin. Et puis est venue la pire partie. Ils n'avaient jamais eu l'intention de me rembourser. Non seulement ça, mais ils avaient raconté au reste de la famille que j'avais offert l'argent, que j'avais insisté pour aider parce que je gagne un salaire à 6 chiffres maintenant. Ma mère en aurait apparemment plaisanté à Pâques. Comme j'étais généreuse. Comme si je jetais de l'argent par les fenêtres. Chloé a dit qu'elle avait essayé de les confronter une fois et qu'elle s'était fait rabrouer. Elle n'était pas au courant pour la table des animaux jusqu'à ce jour-là. Elle était dégoûtée. Elle m'a dit que c'était elle qui m'avait appelé pour que je vienne, parce qu'elle voulait que je le voie de mes propres yeux. C'était sa façon de me réveiller. Elle ne vivait plus dans une maison, a-t-elle dit. C'était une machine, un système. Tout le monde avait un rôle. Mes parents manipulaient les gens comme si c'était un jeu. Celui qui fournissait le plus était loué. Celui qui s'opposait était exclu, humilié, critiqué dans son dos. Et elle était fatiguée. Elle m'a regardé et a dit, « Je ne te croyais pas. Maintenant, je te crois. » Je ne sais pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Pas tout à fait de la justification, pas exactement du soulagement. Peut-être juste une sorte de triste confirmation, comme si une blessure que j'ignorais avait finalement été diagnostiquée. J'ai quitté le bistrot le cœur lourd. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre après que Léo se soit couché et j'ai fait défiler les anciens messages de mes parents. Chaque fois qu'ils me remerciaient, chaque promesse de « tout arranger ». Chaque petite manipulation glissée dans des émojis souriants et des autocollants en forme de cœur. Puis j'ai envoyé le message. Midi demain. Je serai à la maison. Si nous ne parlons pas, c'est fini. J'ai attendu. Rien. Pas même un pouce levé. J'y suis allé quand même. Ma mère a ouvert la porte comme si elle venait de voir le facteur.
Aucune urgence, aucune émotion. Oh, a-t-elle dit. Tu étais sérieuse? Ils ne m'ont même pas offert de siège. Je suis resté debout dans le salon et je leur ai demandé sans détour, avez-vous menti à propos de l'argent? À propos des histoires que vous avez racontées à tout le monde? Avez-vous vraiment dit ces choses sur Léo? Mon père avait l'air agacé, comme si je lui faisais perdre son après-midi. Il a dit que je prenais tout de travers, qu'il n'avait pas menti, qu'il n'avait simplement pas expliqué chaque détail. Ma mère a dit, tu es encore sur cette histoire d'argent? C'en était trop. Je leur ai dit que j'en avais fini, pour de vrai cette fois. Plus d'appels. Plus d'aide. Plus de faux semblants d'être une famille normale. Et s'ils essayaient de mêler Léo à ça de nouveau, s'ils lui envoyaient ne serait-ce qu'une carte postale sans demander, je considérerais cela comme du harcèlement. Ils ne l'ont pas pris au sérieux, mais ils allaient le faire. Parce que j'étais enfin prête à cesser de jouer la bonne fille. Je pensais que cette conversation à la maison serait la fin de tout. Naïvement, je croyais que si je tenais bon, ils finiraient par comprendre. Que je ne bluffais plus. Que j'en avais fini d'être la fille fiable qui avait juste besoin de se calmer. Mais avec des gens comme eux, le silence n'est pas une reddition. C'est une stratégie. Au début, ils sont restés silencieux. Pas de message, pas d'appel. Je n'allais pas prendre contact, et Léo ne posait pas de questions sur eux. Il savait que quelque chose n'allait pas, même s'il ne le disait pas. Il restait juste près de moi, surtout le soir, comme s'il pouvait sentir la tension qui persistait sous la surface. Puis, 3 jours plus tard, Chloé m'a envoyé une capture d'écran. C'était de Facebook. Ma mère avait publié une vieille photo d'elle et de Léo à Noël, il y a 2 ans. Une de celles que j'avais prises. Léo portait un pull rouge, du glaçage sur le nez, assis sur ses genoux devant le sapin. La légende disait, nous ne le voyons plus autant, mais nous aimerons toujours notre doux Léo. La famille est compliquée, mais l'amour est simple. Certains ponts peuvent brûler, mais le cœur se souvient. Cœur rouge. La publication était parfaite, soignée, juste assez vague pour susciter la sympathie de quiconque ne connaissait pas la vérité. Les commentaires étaient remplis de gens disant « Reste forte » et « Il finira par revenir ». Elle l'avait fait de nouveau, inverser le récit avant même que j'ai eu la chance de me défendre. Je n'ai pas commenté. Je n'ai même pas aimé la publication. Je l'ai juste fixée et j'ai senti cette lente et familière brûlure monter dans ma poitrine. Puis Chloé a envoyé un autre texto. Il appelle déjà des gens. Il a dit que tu avais pété les plombs à la réunion et qu'il ne sait pas ce qui t'est arrivé. Apparemment, nos parents avaient dit à tante Martine que je traversais un épisode de stress, que j'étais surprotectrice avec Léo et trop obsédée par l'argent. Il réécrivait tout, faisant croire que je les avais coupés de ma vie sur un coup de tête et qu'ils n'étaient que 2 grands-parents confus et aimants essayant de rester dans la vie de leur petit-fils. J'ai commencé à sauvegarder des captures d'écran. Chloé a transféré des messages, des notes vocales, tout. La semaine suivante a été calme. Léo avait entraînement de football. Je suis resté tard au travail, et nous sommes retombés dans quelque chose qui ressemblait à la normale. Puis, un mercredi après-midi, tout a volé en éclats. Je me suis garé dans la file pour récupérer les enfants à l'école à 3 heures, comme toujours. J'ai attendu 10 minutes, puis 15. Pas de Léo. Finalement, je me suis garé et je suis entré. La réceptionniste a souri comme si tout allait bien. Il est déjà parti, a-t-elle dit. Récupéré à 2h15. Vos parents l'ont fait sortir. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Ils sont listés comme contact d'urgence, a-t-elle ajouté. Ils avaient une pièce d'identité. Nous avons vérifié. J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. J'ai couru jusqu'à la voiture, tremblante. J'ai appelé ma mère. Pas de réponse. J'ai appelé mon père. Rien. Puis j'ai appelé Chloé. Elle a décroché immédiatement. Je crois qu'ils l'ont emmené à la maison, a-t-elle dit. J'y vais. Je pense qu'ils essaient de régler ça en faisant croire que c'est un grand malentendu. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste conduit. J'ai grillé 3 feux rouges sans m'en soucier. Quand je suis arrivé à la maison, je n'ai pas frappé. J'ai poussé la porte et ils étaient là. Mes parents assis sur le canapé, Léo entre eux, tenant un biscuit dans une main et l'air pâle. Pas effrayé, exactement, plutôt confus.
Dès qu'il m'a vu, il s'est levé d'un bond. J'ai attrapé sa main et je me suis tourné vers eux. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. J'étais d'un calme olympien. Je leur ai dit, très clairement, que s'ils emmenaient Léo sans ma permission une nouvelle fois, j'appellerais la police. Ce n'était pas une menace. Je ne bluffais pas. Je le pensais. Mon père s'est levé comme s'il voulait argumenter. Ma mère a essayé d'arrondir les angles. Nous voulions juste passer du temps avec lui, a-t-elle dit. Tu as été si distante. Je n'ai rien dit. Nous pensions que si nous lui montrions à quel point nous tenons à lui. Je l'ai coupé. Vous avez pris mon fils sans me le dire. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Léo est resté près de moi tout le long du trajet jusqu'à la voiture. Quand nous sommes montés, il n'a pas posé de questions. Il n'a rien dit du tout jusqu'à ce que nous arrivions dans notre allée. Puis il a dit doucement, je ne voulais pas y aller avec eux, mais ils ont dit que tu étais d'accord. J'ai serré plus fort le volant. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit la vérité. Je ne l'étais pas, il a hoché la tête, sans rien dire de plus. Cette nuit-là, il s'est glissé dans mon lit sans demander. Il n'avait pas fait ça depuis plus d'1 an. Et j'ai su alors que nous avions dépassé le point de non-retour. Le lendemain matin, Léo ne voulait pas me lâcher. Pas de manière collante, juste silencieux et proche. Quand je lui ai préparé son petit déjeuner, il s'est assis au comptoir mais n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la porte, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un entre à l'improviste, comme s'il pensait que s'il détournait le regard trop longtemps, il réapparaîtrait et l'emmènerait sans demander. J'ai envoyé un courriel à l'école avant même qu'il ait mis ses chaussures. J'ai fait retirer mes 2 parents de la liste des contacts d'urgence. J'ai informé l'école par écrit qu'en aucun cas il n'était autorisé à venir chercher Léo à nouveau. J'ai envoyé une copie de ses documents de garde, précisant que j'étais la seule tutrice, et j'ai mis le directeur en copie. Je ne jouais plus en défense. Plus tard dans l'après-midi, Chloé est passée. Elle avait essayé de garder ses distances pendant que tout s'effondrait, mais maintenant elle était furieuse. Elle m'a dit qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils avaient fait de mal. Que lorsqu'elle les a confrontés, ils l'ont accusé d'être manipulé par moi. Puis elle m'a tendu une clé USB. Écoute le dernier enregistrement, a-t-elle dit, et tu comprendras pourquoi je déménage. Elle n'est pas restée, elle l'a juste laissé sur la table et est retournée à sa voiture. J'ai attendu que Léo se couche. Puis je l'ai branché sur mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur le fichier. C'était un enregistrement audio de leur cuisine. On pouvait entendre ma mère charger le lave-vaisselle, des assiettes qui s'entrechoquent. Mon père parlant comme si c'était une conversation de soirée ordinaire. Elle perd le contrôle, papa, a dit ma mère. Tu dois comprendre. Everly a besoin de sentir que c'est elle qui fixe les limites. Si elle pense que c'était son idée de nous couper les ponts, elle s'obstinera. Mon père a ri. Alors laisse-la faire. Elle reviendra quand elle aura besoin de quelque chose. Elles le font toujours. Attends qu'elle soit fatiguée ou fauchée. Puis une pause. Puis ma mère de nouveau. Ou peut-être qu'on passe par Léo. Il est tendre. Il fait confiance aux gens. Si on reste subtil, on peut garder un lien. Elle ne nous coupera pas complètement les ponts si on l'a. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas de la colère, pas du chagrin. Quelque chose de plus froid, de définitif. Ils n'étaient pas seulement égoïstes. Ils étaient stratégiques, calculateurs. Mes propres parents, parlant de moi comme si j'étais un distributeur automatique cassé qu'ils pouvaient frapper jusqu'à ce que l'argent sorte. Et Léo, mon enfant, était un pion dans leur plan. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé, à repasser chaque conversation de l'année écoulée, chaque demande innocente, chaque moment émouvant qui avait des intentions cachées. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai appelé un agent immobilier et j'ai dit que j'étais prête à mettre la maison en vente. Ce n'était même plus une question de quartier. Ce n'était pas une question de souvenir. C'était une question d'espace. J'avais besoin d'une distance réelle, physique. Je voulais un nouveau code postal où personne ne pourrait simplement passer à l'improviste. À 10 heures, ma décision était prise. Je déménageais. Le même jour, pendant que Léo était à l'école et que j'étais au téléphone avec l'agent immobilier, j'ai reçu un message de mon père. Pas de mots, juste une vidéo. Je l'ai ouverte. C'était un clip de Léo jouant dans leur jardin il y a plus d'1 an.
Il riait, courant pieds nus et insouciant sous un arroseur. La vidéo se terminait avec la voix de mon père hors champ disant « C'est notre garçon ». Pas de légende, pas d'explication. J'ai fixé l'écran et j'ai réalisé qu'il n'avait toujours pas compris. Il pensait que c'était une sorte de levier émotionnel, que me montrer un souvenir mignon m'adoucirait. Au lieu de ça, ça m'a juste rendu malade. Je les ai bloqués sur tout. Téléphone, courriel, réseaux sociaux. J'ai verrouillé les contacts de l'école de Léo, j'ai vérifié les caméras à ma porte d'entrée et j'ai pris rendez-vous pour changer mes serrures. Puis je me suis assise et j'ai dit la vérité à Léo. Pas tout, mais assez. Je lui ai dit que nous déménagions, que sa tante allait venir avec nous, que nous allions construire un nouveau foyer ensemble. Un endroit sûr, un endroit paisible, un endroit où personne ne pourrait l'emmener sans ma permission. Il a juste hoché la tête. Et puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, on peut avoir un chien. Je l'ai regardé, puis j'ai ri. Le premier vrai rire depuis des semaines. Oui, j'ai dit. On peut avoir un chien. Le panneau, à vendre, a été planté 3 jours plus tard. Léo m'a aidé à scotcher des cartons. Chloé venait chaque après-midi après le travail avec des cafés glacés et du papier bulle, comme si nous étions au milieu d'un projet de groupe étrangement satisfaisant. C'était bon de la voir là. Stable, sans jugement, sans drame. Elle avait trouvé une petite maison d'amis dans la ville voisine où nous déménagions. Le plan était simple, elle emménagerait avec nous pour un temps, aiderait avec Léo, et reconstruirait sa propre vie aussi. Après tout ce que nous avions toutes les deux vécu sous ce toit, repartir à zéro ne semblait pas être un luxe. Cela ressemblait à de la survie. À la fin de la semaine, la maison était à moitié emballée. Le rendez-vous pour l'adoption du chien était fixé. Léo dessinait des niches et posait des questions sur les jouets à mâcher. Puis la sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra sur mon téléphone avant même de me lever du sol. C'était mon père, seul. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je l'ai juste regardé, debout, tenant quelque chose. Une enveloppe Kraft. Il a sonné à nouveau. Puis il a sorti une feuille de papier pliée et l'a tenue devant la caméra. Les mots étaient écrits en gros marqueur noir, LIS là, s'il te plaît. J'ai ouvert la porte mais je n'ai pas dit un mot. Il a essayé de me tendre l'enveloppe. Je ne l'ai pas prise. Je veux juste expliquer, a-t-il dit. Je n'ai pas parlé. Il avait l'air fatigué, comme s'il ne s'était pas rasé depuis des jours. Il n'y avait aucune trace de l'arrogance à laquelle j'étais habitué. Juste du désespoir. Puis il a dit quelque chose qui m'a presque fait rire. Ta mère est vraiment blessée par tout ça. Comme si j'étais censé m'en soucier, comme si sa douleur était la priorité après tout ce qui s'était passé. J'ai finalement pris l'enveloppe juste pour mettre fin à ce moment, j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée. Chloé était assise sur le canapé, tenant le carnet de croquis de Léo. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé, elle a juste hoché la tête comme si elle le savait déjà. Je l'ai ouverte après que Léo se soit couché. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 3 pages. La première était pleine de vagues regrets. Nous ne nous sommes pas rendus compte que nous te faisions du mal. Nous voulions seulement rester en contact. Le discours habituel. Mais sur la 2e page, le ton a changé. Ils avaient de nouveaux besoins d'argent. Apparemment, la dette de carte de crédit s'était aggravée. Les réparations du toit n'étaient pas terminées. Ils envisageaient de vendre leur maison, mais l'agent immobilier avait dit qu'elle ne passerait pas l'inspection. Et puis la phrase qui m'a glacé, nous espérions que tu pourrais reconsidérer les 6 000 € comme un don. Cela a beaucoup compté pour nous. Un don. Pas un prêt. Un don. Ils voulaient que je croie que tout cela n'était que de ma générosité pour qu'ils puissent sauter la partie où ils avaient menti. Et le coup de grâce était à la toute fin, griffonné presque comme une pensée après coup, PS. S'il te plaît, ne punis pas Léo en le tenant éloigné de nous. Il nous aime. Il nous manque. C'est à ce moment-là que j'ai su, sans aucun doute, qu'il n'était pas désolé. Il ne réfléchissait pas. Il se débattait. Il ne s'agissait jamais d'amour. Il s'agissait d'accès, de contrôle, d'apparence. Le fait de pouvoir utiliser Léo comme un lien avec moi leur manquait. L'argent, la commodité, l'image d'être des grands-parents sans la responsabilité de se comporter comme tel leur manquait. J'ai jeté la lettre dans une boîte étiquetée, à déchiqueter. Je n'ai même pas pris la peine de la montrer à Chloé.
2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'école. Quelqu'un s'était présenté en demandant à déjeuner avec Léo. Ce n'étaient pas mes parents cette fois-ci, c'était ma tante, la même qui avait commenté « Cœur rouge, reste forte » sur la publication Facebook de ma mère. Je m'y suis rendu immédiatement, j'ai pris la directrice à part et j'ai tout expliqué. Elle était horrifiée, a dit qu'elle s'assurerait que Léo ne soit plus jamais sorti de classe par quelqu'un d'autre que moi ou Chloé. Cette nuit-là, Chloé est entrée dans ma chambre et a posé la question que j'évitais. Sommes-nous en sécurité ici jusqu'au déménagement? Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert l'ordinateur portable et j'ai réservé un hôtel. 2 chambres, 3 nuits, assez loin pour que personne ne nous trouve à moins que je ne leur dise où nous étions. J'ai laissé un mot sur le frigo pour l'agent immobilier au cas où quelqu'un se présenterait. Nous sommes partis le lendemain matin. J'ai regardé notre maison une dernière fois dans le rétroviseur et je n'ai absolument rien ressenti. L'hôtel était calme, un de ces endroits pour long séjour avec une kitchenette, des rideaux beige et rien sur les murs. Stérile, temporaire, mais pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit. Léo s'est blotti dans le 2e lit avec son nouveau chien en peluche, et Chloé est restée à côté. Nous n'avons pas beaucoup parlé ces 2 premiers jours, nous avons juste existé. La 3e nuit, pendant que Léo regardait des dessins animés, Chloé a frappé une fois et est entrée. J'ai trouvé un endroit, a-t-elle dit. C'était un duplex dans le même quartier que notre nouvelle maison. Plus petit, mais mignon. Un porche, un jardin. Elle a dit que c'était assez proche pour qu'elle puisse venir à pied quand elle le voulait, mais assez loin pour que nous ayons notre propre espace. Je l'ai serré dans mes bras avant même de répondre. Nous avons emménagé dans la nouvelle maison 2 semaines plus tard. L'air sentait la peinture fraîche et la moquette propre. Léo a choisi la plus petite chambre, celle avec le plafond en pente, et a commencé à épingler des dessins de chiens au mur. Le lendemain, nous avons adopté un bâtard nommé Lola dans un refuge local. Brune et blanche, des oreilles trop grandes pour sa tête et plus d'amour dans ses yeux que je n'en avais vu depuis longtemps. Léo était obsédé. Il a dormi par terre à côté d'elle la première nuit. Pendant un certain temps, c'était paisible. Mes parents ne connaissaient pas la nouvelle adresse. Je m'en suis assuré. Nous ne l'avons pas partagée en ligne. L'école de Léo a été mise à jour, ses dossiers solidement verrouillés. J'avais l'impression que nous reconstruisions quelque chose de réel. Quelque chose à nous. Puis un après-midi, Léo a rapporté de l'école une carte faite à la main. Un cœur en papier de construction rouge avec des paillettes collées sur les bords. À l'intérieur, griffonné au crayon, pour papy et mamie, vous me manquez. J'ai senti mon estomac se nouer. Je n'ai pas demandé qui lui avait dit de l'écrire. Je n'ai pas demandé si c'était l'idée de son enseignante ou quelque chose que la classe avait fait ensemble. J'ai juste souri et j'ai dit, c'est gentil. Cette nuit-là, quand il dormait, je me suis assise sur le porche avec Chloé et je lui ai parlé de la carte. Elle a allumé une cigarette et a dit, tu n'es pas cruel de le protéger. Et je savais qu'elle avait raison. Mais quand même, il y avait une partie de moi, une partie de fille obstinée, qui se demandait si je n'étais pas trop dur. Peut-être qu'ils avaient changé. Peut-être qu'à présent, ils comprenaient. Puis le message est arrivé, d'une adresse courriel jetable que je ne reconnaissais pas, nous savons où vous êtes. Ne vous inquiétez pas, nous serons discrets. Nous voulons juste faire partie de sa vie. S'il te plaît, ne nous coupe pas les ponts pour toujours. Tu le regretteras. Les familles finissent toujours par se retrouver. Il n'y avait pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. J'ai de nouveau appelé l'école, je leur ai dit que nous avions besoin d'une couche de sécurité supplémentaire. Puis j'ai imprimé le courriel et je l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « S'ils essaient encore ». Et juste au moment où je pensais que ce pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ils ont franchi une dernière ligne. Léo avait un club après l'école tous les jeudis. Il adorait ça. Expérience scientifique et puzzle. Je le récupérais à 4h15, comme toujours. Sauf un jeudi, je suis arrivé à 4h10 et il n'était pas là. Ni dans la salle de classe, ni au gymnase, ni au bureau. Mon cœur s'est arrêté. Ils ont dit que quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi, disant qu'il y avait une « urgence familiale ». La remplaçante de service, une nouvelle, l'a crue, l'a laissé partir avec une femme qui ressemblait, trait pour trait à sa grand-mère. Mon corps est devenu glacial. J'ai appelé Chloé. Puis j'ai appelé la police.
Nous les avons trouvés en moins d'une heure chez un glacier à 10 minutes de là. Léo allait bien, un peu confus, mais pas effrayé. Il a dit, mamie a dit que tu étais malade. Je l'ai ramené directement à la maison. Et puis, avec chaque once de calme que je pouvais feindre, je leur ai dit au téléphone que s'ils s'approchaient de lui encore une fois, je porterais plainte. Ma mère a essayé de pleurer. Mon père m'a dit que j'aggravais les choses, que ce n'était qu'un yaourt, et qu'il ne voulait aucun mal. Je n'ai pas répondu. J'ai changé Léo d'école à nouveau, j'ai engagé un avocat, j'ai rempli des papiers, puis, pour la dernière fois, je les ai bloqués de manière permanente, légale, complète. Aucun contact, aucun droit, plus de visite surprise. C'était il y a 6 semaines. La maison ressemble maintenant à un foyer. Lola dort dans le lit de Léo. Chloé fait du café tous les matins et laisse la tasse supplémentaire sur le comptoir pour moi. Léo s'épanouit. Pas de cauchemar, pas d'hésitation au moment de le déposer à l'école. Il ne pose plus de questions sur eux. Et quant à moi, je suis plus légère. Non pas parce que je leur ai pardonné, mais parce que j'ai finalement cessé d'attendre d'eux qu'ils soient quelqu'un qu'ils ne sont pas. La vérité, c'est que parfois, la famille est quelque chose dont il faut s'éloigner pour survivre. Et parfois, votre vraie famille se présente sous la forme d'une sœur fatiguée avec de bonnes intentions, d'un bâtard aux oreilles tombantes et d'un enfant qui croit encore en des jours meilleurs. Moi, j'en ai enfin fini. Ce chapitre est clos pour toujours.